Salut, c'est Élise Tilleloy. Et Thomas Sisley, on est là pour une petite interview autour de Largo Winch, le prix de l'argent sur MCE. Bonjour MCE, ici Clotilde, au Grand Rex. Je vous présente mes excuses pour mes lunettes. Je les garde juste parce que j'ai un problème aux yeux et voilà, je préfère pas vous montrer l'état de ma tronche. Ceux qui sont derrière tout ça ont aussi enlevé mon fils. Et je vais les retrouver. Où est mon fils? Lâche-toi. Tout ce que je sais, c'est que ça sent pas bon pour vous. Méfiez-vous de lui. Chloé Riva est le bras droit de Largo Winch dans la Winch Company. Elle est une spécialiste du numérique, une sorte de geek hackeuse qui connaît très très bien le monde souterrain numérique et qui le sort des embrouilles dans lesquelles il peut se mettre et puis qui est toujours très connecté, qui a dû aussi un peu prendre les codes du masculin pour pouvoir survivre dans ce monde où pas beaucoup de femmes n'arriveraient à survivre. Elle est tiraillée assez rapidement parce qu'on se rend compte que voilà, elle est sous l'influence d'une personnalité très forte, qui la domine encore, bien qu'on la pense émancipée au début. Je suis nulle en pitch. Tu commences. Je commence. Largo Winch, un enfant orphelin, adopté par une des plus grosses fortunes mondiales, qui hérite de cette multinationale à contre-cœur, qui va se retrouver obligé de porter cette multinationale sur ses épaules. Et comme c'est un rebelle dans l'âme et un aventurier, c'est quelqu'un qui va affronter tous les problèmes seul, contre tous, et qui ne va pas hésiter à partir à l'aventure pour se défendre. Et Bonnie est une jeune adolescente de 17 ans, québécoise, qui est orpheline, qui a une vie pas très très facile, qui est très engagée, et lanceuse d'alerte, et elle va rencontrer Largo Winch. Leurs chemins vont se croiser au détour d'une prison, et après, c'est l'aventure quoi. J'ai plutôt cherché l'inspiration du côté des geeks de James Bond, qui sont même les garçons, plus jeunes et des garçons. Mais voilà, pour pas forcément être dans le cliché de la femme séduisante ou séductrice qui aurait forcément une aventure avec le personnage masculin. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'on s'est assez rapidement mis d'accord sur le fait qu'il n'y en aurait pas d'aventure entre eux. Et c'est bien parce qu'on pouvait jouer autre chose et mettre en valeur d'autres formes de relations, quoi, et d'autres sentiments qui pouvaient aussi être joués et qui sont pas moins intéressants. Cette ambiguïté-là, c'est l'ambiguïté morale qui existe, mais c'est pas l'ambiguïté de la séduction, c'est que elle est attachée, c'est comme son patron, elle est attachée à lui, elle a de l'empathie, elle le voit souffrir, elle le voit chercher son fils. Bon, mais c'est pas pour ça qu'il y a plus, en fait. Je pense que le tiraillement vient du fait que, elle va pas réussir à le sauver de tous les coups, parce que c'est comme ça qu'elle est face à un dilemme. Mais il aurait été malvenu qu'il se passe autre chose, en fait, et puis ça aurait renforcé une sorte de cliché dont on a l'habitude et qui nous fait pas forcément de bien à nous, hommes-femmes. Moi, je me suis inspirée de pas mal de choses. Ça va paraître bizarre, mais je me suis inspirée d'animaux. Je me suis inspirée du De la dinde. Oh là là, il me l'a fait tout à l'heure. Tu veux pas me lâcher avec cette histoire de dinde? Elle a travaillé dur. Bah oui, c'est vrai. J'ai passé quelques temps dans des fermes. J'ai vachement étudié le mouvement des poules. Je vais vous dire, moi, ce qu'elle a fait. Elle est partie au Québec à ses propres frais pendant des semaines et des semaines. Elle a engagé... Non, je déconne pas du tout. Elle a pris un coach pour bosser son accent. Elle a maté combien d'heures de documentaires? Des heures de Céline, là, tellement que j'en ai jusque-là du Céline Dion. T'entends-tu ça? C'est important de le dire parce que j'ai rarement rencontré des actrices aussi impliquées qu'Élise. J'ai vraiment eu de la chance d'avoir une partenaire comme ça. Elle était tellement impliquée qu'elle gardait son accent en dehors des prises, en dehors du tournage, c'est-à-dire même les jours off, elle me parlait avec son accent de merde, parce qu'au bout d'un moment, mais parce que quand on est, avec tout le respect que j'ai j'adore le Québec, j'adore le Québec, mais quand on est français et qu'on sait qu'on tourne avec une Française, au bout d'un moment, cet accent, ça devient un accent de merde, quoi. C'est pas vrai. Donc, non seulement elle le gardait, mais en plus de ça, quand elle m'envoyait des textos, il y avait les mêmes fautes de français que font les Québécois. C'est pas des fautes de français, c'est du québécois en tabarnak. Ouais. Tu sais-tu? Non, mais toi, tu parles juste du français de France.
C'est un personnage que je connaissais par cœur, je l'ai déjà interprété 2 fois et j'ai pas eu beaucoup à travailler dessus parce qu'on a énormément de points communs, y compris l'évolution du personnage, le fait qu'il ait pris 13 ans dans la gueule, bah devinez quoi, moi aussi j'ai pris 13 ans dans la tronche. L'argot est un papa d'un jeune adolescent, je suis moi aussi un papa de 3 adolescents qui ont 13, 15 et 16 ans. Bon, c'est des problématiques que je connais. Je peux pas vous dire que j'ai eu à beaucoup travailler pour me rapprocher de ce personnage. La seule chose qu'il a fallu faire, c'était me remettre en forme physiquement. Mais bon, ça c'est juste un peu de temps, un peu de rigueur. C'est engageant, mais ça fait partie du taf, quoi. Quoi? Moi? Dans l'argot winch? Non mais vous me connaissez ou quoi? Ils ont bien réfléchi ou... Non, mais moi je m'y attendais pas du tout. Enfin, déjà qu'on me propose, je dis bah ouais, je veux bien passer des essais aussi, parce qu'en fait j'adore passer des essais. Je trouve que ça me... je vois si j'ai envie aussi de travailler comme ça. Je vois si ça me donne envie de continuer. Donc j'ai passé des essais, j'ai bossé à fond mon anglais, parce qu'il fallait que je joue en face de Denis Howard et James Franco, donc il fallait quand même pas que je parle comme une patate. J'étais hyper heureuse de pouvoir aussi apporter notre idée d'une représentation d'un personnage féminin dans ce genre de production. Et bah on se dit qu'on est une patate parce qu'on fait pas autant de cascades. C'est impressionnant ce qu'il est capable de faire physiquement. Et puis c'était beau de voir aussi Olivier le diriger et l'emmener vers des territoires un peu plus sombres, un peu plus profonds. Vraiment où son personnage, en fait, une vraie prise de conscience en fait qu'il a fait un peu n'importe quoi toutes ces années, qu'il serait temps de se rendre compte que oui, il le paye quoi, et qu'il passe peut-être à côté de la chose la plus importante, de voir se confronter un peu tous ces savoir-faire-là, des gens qui viennent peut-être d'univers différents, alors qu'on dit plus de cinéma d'auteur, de films d'action, et de voir qu'en fait on travaille tous ensemble et qu'on s'enrichit aussi les uns les autres des différentes méthodes de travail qu'on a. Ouais. C'est un challenge énorme, surtout quand on ne l'est pas. Et j'avais pas envie de m'approprier quelque chose que je ne suis pas. J'avais envie que ce soit un hommage à la francophonie aussi, et j'avais envie de proposer une interprétation et pas une imitation, et donc c'était important que ce soit bien fait, quoi. C'est très casse-gueule, l'exercice. Prendre un accent qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours, c'est un gros piège, et on a vite fait de tomber dedans. Le retour avec Élise un soir en pirogue sur la rivière Kwai, parce qu'on tournait sans les moteurs, mais quand même ces pirogues sont équipées de moteurs très puissants quand même. Et le soleil couchant et nous qui filons comme ça sur la rivière, c'était quand même assez impressionnant. Moi, j'avais jamais vécu ce genre de moment-là, même dans ma vie. Bon, j'habitais à côté de la Meuse, c'est pas comme ça. C'est pas la même. Bon, c'est très beau, hein, mais voilà, il y a la Meuse et il y a la rivière, quoi. Je trouve ça très beau, très touchant dans le film, en fait, de voir qu'on réinvente aussi une masculinité, peut-être qu'on s'éloigne aussi, on essaye de s'éloigner de ce cliché-là, de la représentation du masculin, comme ça, une espèce de virilité. Ce truc d'action, ce truc vraiment à l'américaine, ou peut-être même les films plus anciens, américains, d'action, où on sent qu'il y a une temporalité comme ça, enfin, il est pris par le temps, par l'urgence, et qu'à la fois on développe quand même des grandes scènes de jeu dans des atmosphères très noires comme ça, très oppressantes, mais où le temps se dilate et qu'après on repart dans l'action à fond. Le rythme est hyper bien géré, quoi. C'est un Largo où on a clairement pris un virage. Il a plus d'aspérité. Il est plus noir, plus fragile, parce que c'est avant tout l'histoire d'un papa qui cherche à récupérer son enfant. Aussi, ce qui est intéressant dans celui-ci, c'est la position de la femme. Très souvent, on a, de manière un peu cliché dans les films d'action, une femme qui est beaucoup au service de l'homme, qui a un rôle dont la démarche est plutôt de plaire à l'homme. C'est souvent un objet de désir, ouais, dans ce genre de film. Et là, il faut rendre à César ce qu'à César. C'est Clotilde M, qui, à la lecture du scénario, on se posait la question de est-ce qu'on rajoute une scène d'amour ou pas, est-ce que ça manque ou pas dans le film. Et Clotilde a dit non seulement
la scène d'amour ne manque pas, mais je suis même pas sûr qu'on ait besoin de la scène de baiser. Et au final, elle avait probablement raison parce qu'on sent cette attirance. On n'a pas besoin de montrer ça. Et peut-être qu'elle a ramené un petit peu de 2024 dans ce film, qui est pas plus mal.